moi, je vais vous proposer que l'on commence. Donc, merci à tous d'être présents. Merci à Christophe Delquier, ses équipes, Olivier Pujol, notre expert du jour, pour l'organisation conjointe de ce webinaire dédié à la PQP. Je vais vous laisser avancer d'une planche, Olivier. Donc, on est très content. C'est la troisième initiative conjointe qu'on prend, Space avec le cluster sur des problématiques, on va dire, de performance, d'amélioration continue et qualité. Au-delà de la... Ah, attention à vos micros. Donc, au-delà de la planche de présentation du cluster, on est surtout heureux de pouvoir vous annoncer aujourd'hui qu'on va signer un partenariat avec Space qui va nous permettre d'aller un petit peu plus loin encore dans nos relations et qui va surtout permettre aux entreprises de la région de bénéficier d'un accès facilité aux formations expertes. Merci de faire attention avec vos micros aux formations expertes donc, qui sont proposées par Space et on aura l'occasion d'y revenir. Et puis en fin de webinaire, on vous présentera aussi l'initiative qu'on souhaite lancer au sein du cluster donc pour les entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes de mise en œuvre d'un club qualité aéronautique. Voilà, et on vous en présentera un petit peu les modes de fonctionnement et les objectifs. Je ne suis pas plus long, ce n'est pas là l'essentiel. Christophe, je te passe la parole. Oui, merci Frédéric, et aussi heureux là que l'on puisse renforcer nos liens Space, donc qui est une vocation nationale, renforcer nos liens avec les initiatives en région et notamment avec l'Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une région forte en aéronautique, avec un cluster dynamique et une région dans sa globalité aussi dynamique pour soutenir la filière. Donc vous le savez, Space œuvre pour accompagner la performance industrielle et la compétitivité de la supply chain. Donc nous sommes le trait d'union entre vos clients et les grands acteurs de la filière en adaptant les méthodologies, les grands standards à l'environnement PME, et cela depuis quelques nombreuses années, puisque vous avez tous suivi de près ou de loin les programmes collectifs Performance industrielle 1 et 2 et le programme actuel Industrie du futur. Effectivement, notre vocation, nous, c'est d'accompagner la filière et donc d'impacter le plus grand nombre d'acteurs de la filière et le plus profondément possible, rang 2, rang 3, en accompagnant et formant. Et donc la Space Academy est créée pour cela, pour former vos équipes, faire monter en compétence vos équipes par rapport aux enjeux de la supply chain et de la filière. Aujourd'hui, on va parler d'APQP. C'est un enjeu fort, on en entend parler, ça peut faire peur, ça peut interroger, mais il nous a semblé important chez Space de pouvoir le démystifier et l'amener à hauteur de là où se fait la valeur ajoutée dans vos usines, en expliquant bien sûr les bénéfices et de se l'approprier. L'idée n'étant pas de le voir comme une exigence client à cocher, l'idée étant de se l'approprier pour en tirer des bénéfices à votre service de la PME, pour vos coûts, votre compétitivité, et bien sûr aussi au bénéfice de la qualité vers vos clients. Pour cela, on a développé un module qui s'appuie bien sûr sur les grands standards, sur les éléments de langage que vous souhaitez voir vos clients dans vos usines, mais bien sûr, on l'a adapté à vos enjeux quotidiens et à la réalité de vos entreprises manufacturières. Olivier Despujol est un consultant Space qui a accompagné beaucoup de sociétés. Alors, j'ai plus le nombre, excusez-moi, mais il le dira dans le cas des projets, des projets collectifs, donc projet performance industrielle 1 et 2, et qui est aussi formateur, donc il connaît bien l'environnement PME et qui s'est approprié aussi les grands standards aéronautiques et qui a développé ce module de formation dont il va vous parler. Peut-être Olivier passer voilà, sur ces slides. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est vraiment de vous présenter, de démystifier cela. On va parler de changement de culture, puisque c'est la façon dont on gère la qualité. Je pense que on a un peu cette image de l'affaire aéronautique du contrôle qualité en bout de ligne. Alors, je prends des exemples, je pense qu'il faut sourire, mais qui sont encore réels. C'est le mauvais freinage en fin de ligne et le contrôleur qui d'un coup de pince, défait le freinage et le renvoie dans la ligne d'assemblage pour refaire le freinage. Bon,
cette culture-là, réellement, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire bouger pour se rapprocher des choses beaucoup plus efficientes, vous en doutez. Et en utilisant un standard qui a été éprouvé, hein, dans l'automobile notamment, mais qu'il faut s'approprier. Et tout cela vraiment en vue d'améliorer votre performance et la performance vis-à-vis de vos clients. Olivier, je te laisse maintenant la parole pour présenter cette thématique et la formation Space. Super, ben merci pour cette introduction. Donc Christophe vous a à peu près tout dit. Non, peut-être pas complètement quand même. Alors, il reste des slides à passer, heureusement. Effectivement, donc je m'appelle Olivier Despujol. Effectivement, j'ai fait du PI1, PI2, donc accompagné pas mal d'entreprises. Combien, je sais pas répondre à ta question. Il aurait fallu que tu me dises ça avant. J'aurais compté avant, j'aurais préparé, mais je sais pas le dire. Mais effectivement, pas mal de PME. Et puis à côté de ça, on fait de l'accompagnement dans les formations de ces mêmes entreprises, bien sûr. Donc on est au contact du terrain et on essaie de faire les formations les plus pragmatiques possibles. Et il faut du pragmatisme pour la PQP. Voilà, on va voir un petit peu pourquoi c'est important, particulièrement sur ce thème-là. Ce que je propose, c'est que de pas vous saouler trop longtemps non plus avec ça, c'est pas le but. Le but, je pense, c'est aussi de dégager un peu de temps pour qu'on ait des échanges, des jeux de questions-réponses. Surtout, n'hésitez pas à noter si vous avez des questions, des remarques, des objections, des expériences différentes que ce que je raconte. Eh ben, ce sera autant de support à nos échanges après, et surtout ne vous privez pas. Donc je vais essayer de faire ça, je sais pas, 20-25 minutes. Voilà. Une petite introduction, c'est pas une formation, c'est juste une sensibilisation pour voir un petit peu effectivement quels sont les enjeux de cette norme, d'où elle vient, pourquoi une nouvelle norme, c'est vrai, pourquoi on en a déjà tellement plein, hein, n'est-ce pas? Eh bien, on va voir quand même ça a sa raison d'être. Alors, on parle de normes, oui, vous envoyez une apparaître ici, donc c'est l'EN 9145. Elle est toute récente, hein. Elle date de 2018, la version européenne de cette norme. Elle a été mise au point côté nord-américain un an avant, et la version européenne est arrivée en 2018. Cette norme n'est pas toute seule. Alors, d'où est-ce qu'elle vient? Ben, elle est issue très clairement de la norme, le pendant applicable côté automobile, puisque l'automobile bah, utilise cette norme depuis les années 90. Donc, vous voyez, elle a eu le temps d'être rodée, cette norme. Par contre, il y avait tout un travail à faire pour l'adapter, évidemment, à nos contextes, qui sont des contextes de petites séries. Et il ne s'agit pas de faire un copier-coller brutal, autrement, ben, on serait bien mal à vouloir copier notre grand frère automobile. Voilà. Intéressant de noter aussi, je ne sais pas si vous les connaissez, vous voyez ces sites qui apparaissent là, qui s'appellent iaqg.org, avec la rubrique SCMH pour Supply Chain Management Handbook. Donc, à moins d'être réluctant à l'anglais, la langue de Shakespeare, franchement, je vous invite grandement à aller naviguer sur ce site parce que c'est un site qui est alimenté par les mêmes industriels, les mêmes donneurs d'ordre que ceux qui ont rédigé les normes, le N9145. Et donc, dans le chapitre 7.2, vous trouverez tout ce qui concerne la PQP. Donc, ce sont des modalités de mise en œuvre pratique de la norme, hein. La norme est, comme toutes les normes, elle est d'assez haut niveau. On peut l'interpréter de mille manières différentes. Quand vous allez vous loguer sur le site de l'IAQG, vous verrez qu'il y a déjà des gens qui ont tracé des routes. Vous avez des manuels, vous avez des templates, vous avez des documents applicables, vous avez voilà, tout un tas d'explications, des checklists qui vont vous éclairer sur ce qui est attendu véritablement en termes de livrables de manière extrêmement pragmatique. Donc les deux sont extrêmement complémentaires. Ils ont été alimentés par les mêmes industriels et à peu près en même temps. Tout ça étant récent, il est partagé par tout le monde. Et quand je dis partagé par tout le monde, c'est pas que pour et par les donneurs d'ordre. Non, c'est aussi applicable directement en PME. Donc tout le monde, ça a du sens pour tout le monde, hein. Quel que soit le rang dans lequel on se situe dans notre filière, je vous invite franchement à aller voir ce site. Petit aparté aussi, sur le site IAQG, vous avez bien plus que la PQP, hein. Vous avez dans les numéros que vous voyez apparaître ici sur les onglets, là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. En fait, ça recoupe tous les processus standards qu'on trouve dans une entreprise industrielle. Donc, vous avez des documents et de la documentation sur, ben, vous voyez, juste au-dessus de la PQP, on voit Transfer of Work. Donc, tout ce qui concerne le Transfer of Work est déjà documenté aussi sur ce site. Donc, n'hésitez pas à aller voir, vous trouverez certainement beaucoup de choses très intéressantes. Alors,
La PQP, qu'est-ce que c'est? Ben, essayons de définir un peu ça. C'est une méthodologie structurée de développement de produits. Donc, c'est très axé, effectivement, développement de produits, qu'on va expliciter plus avant parce que certains pourraient se dire, ben, chez nous, on ne développe pas du produit, on fait que de l'indus. Mais non, ça couvre aussi l'indus. Hein. C'est pas que de l'engineering. Hein. Donc, développement produit, il faut l'entendre au sens large. Axé effectivement sur la qualité produit, bien sûr qu'on veut au final des produits de qualité, mais aussi sur la qualité des processus de réalisation de ces produits, de définition et de réalisation des produits. Donc il y a une double approche à la fois produit et process, qui vient supporter la gestion de projet, donc un pilotage de projet, c'est-à-dire que ça va vous aider à planifier un petit peu un certain nombre de livrables avec de la méthode. Ça va vous aider à faire du pilotage dans l'avancement de vos projets, à tirer la sonnette d'alarme quand on commence à déraper, à pas être avec la bonne maturité attendue en termes de contenu, par exemple, ou en termes de dérapage, parce que ben voilà, ça prend plus de temps que ce qu'on avait imaginé au départ. Et bien, vous avez tout un système de reporting qui va vous alerter. Donc, c'est quelque chose de très proactif, donc qui favorise, qui aide cette gestion de projet. Ça contribue aussi à établir un état d'esprit préventif sur toute la chaîne de valeur. Le maître mot derrière la PQP, c'est les risques. Ce sont les risques dans les phases de conception pour les gens qui ont d'une partie engineering, mais aussi les risques dans la partie conception process. Quand, voilà, quand vous recevez des plans clients, ceux qui sont en, comme on appelle build to print, donc ceux qui travaillent à partir de plans clients, ceux-là ont un travail d'industrialisation, eh bien, ils font de la conception aussi de processus. À ce titre-là, ils encourent des risques. Et là aussi, vous avez un arsenal, on va dire, de méthodes et d'outils qui sont là pour vous aider à prévenir ces éventuels problèmes qui pourraient survenir derrière. Voilà. Ça standardise les activités avec des livrables définis, applicables pour tous les acteurs de la supply chain. C'est vrai que on va voir qu'il y a un certain nombre de phases typiques hein, qui s'adaptent quel que soit le produit que vous développez. Et à l'intérieur de ces phases, vous avez des livrables qui sont les mêmes, que vous appeliez Airbus, que vous appeliez rang 1, que vous soyez rang 2, rang 3, rang 4, etc. Vous aurez les mêmes livrables avec le même sens, avec les mêmes attendus. Bon, on peut s'attendre à ce que un livrable de donneur d'ordre soit peut-être un peu plus volumineux en contenu qu'une PME, bien sûr. N'empêche que les attendus, la finalité de ces livrables, le nom de ce livrable sont les mêmes. Et ça, c'est quand même quelque chose de très fort dans cette norme hein, qu'on peut noter. Donc la PQP est communément utilisée dans l'industrie automobile, comme on le dit depuis des années. Alors ils ont commencé à réfléchir à ça dans l'automobile dans les années 80. Ça leur a pris quand même pas moins de 15 ans avant de sortir une norme. Mais voilà, les années 80, ça veut dire qu'elle a 40 ans, cette norme. Donc elle est rodée. Elle est rodée et franchement, quand on regarde la mise en œuvre concrète dans nos ateliers, dans nos bureaux d'études, ça marche. C'est frappé au saut du bon sens, hein, on va dire, cette norme. Donc, bah, évidemment, parce qu'elle a été débuggée pendant quelques dizaines d'années. Donc, forcément, elle a du vécu. Euh, donc, cette norme, publiée en 2018, comme on l'a dit, ça vaut pour les environnements petite série, spécialement aéronautique, spatiale et défense. Donc, ça vaut pour les trois secteurs. On parlera de filière ASD pour aéronautique, spatiale et défense. Qu'est-ce qu'on cherche à faire avec ça? Eh bien, on l'a dit, améliorer la qualité, réduire les coûts. Pourquoi améliorer la qualité? Je ne sais pas si vous faites ce constat qu'on a besoin d'améliorer notre qualité, mais le fait est que dans certaines entreprises, pour ne pas dire beaucoup d'entreprises de notre filière, on constate quand même qu'on a des défauts de maturité sur les produits, que ce n'est pas toujours simple de piloter des ateliers de production avec un tas de problèmes qui surgissent quasiment tous les jours. Ça veut dire qu'on a raté quand même quelques étapes dans nos processus de développement, parce qu'il n'est pas logique qu'on ait autant de problèmes. Imaginez une seconde une usine automobile avec des cadences automobiles si elle devait supporter et endurer tous les problèmes qu'on a sur nos ateliers, dans nos ateliers tous les jours. Ce serait, ce serait juste impossible. Ça ne marcherait pas, tout simplement. Pourquoi ont-ils moins de problèmes? Alors c'est peut-être plus simple aussi parce que le contexte est différent, ils ont moins de produits à travailler à la fois, moins de références, moins de diversité, etc., etc. Oui, tout ça, ce sont des facteurs facilitants, c'est vrai. Mais regardons qualitativement, qu'est-ce qui fait qu'ils ont moins de problèmes aussi? Ben, c'est qu'ils ont beaucoup plus peaufiné leur indus. Ils sont allés beaucoup plus loin. Quand ils conçoivent un produit, ils se posent 1000 questions que nous, on n'a pas le temps de se poser ou qu'on évite de se poser parce que ben, voilà, c'est pas facile de trouver les réponses à ces questions. Il est plus facile, comme d'habitude, hein, de poser des questions que de trouver des bonnes réponses aussi. Et ça fait que
quand même, au final, ils ont des produits qui sont beaucoup plus matures, des choses qui sortent, des pièces qui sortent comme des petits pains. Voilà. Alors, entre nous, notre fonctionnement aujourd'hui, où on a des problèmes à tous les étages, et le modèle idéal qu'on décrit un petit peu, qu'on esquisse dans l'automobile, ben, on a une marge de progression qui est quand même évidente et qui est juste énorme. Donc, c'est à ça que s'attaque la PQP, très clairement, c'est ça. Donc, avoir essayé, en tout cas, lorsqu'on développe un nouveau produit, essayer d'avoir tout de suite, dès l'entrée en service de notre produit, une bonne maturité, tant sur les produits que sur les processus, qu'on soit capable de fabriquer nos produits de manière beaucoup plus répétable qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on fabrique des héros à tous les étages de notre chaîne industrielle où on arrive parfois même à fabriquer des produits qui marchent, quoi. Enfin, je caricature, évidemment, c'est humoristique, mais on est quand même dans cette logique encore un petit peu. Bon, mais le but, c'est de sortir de cette logique-là pour aller vers quelque chose de plus industriel, voilà, avec une meilleure maturité industrielle. Ce qui, au passage, va se traduire aussi par une réduction de coûts. Si je produis plus facilement mes produits tous les jours, alors ma vie série sera plus saine, plus sereine. Et j'aurai certainement beaucoup moins de retouches à faire, beaucoup moins de rebuts, beaucoup moins d'aléas qui vont venir entacher la bonne marche de mes processus industriels, de mon usine, tout simplement. Donc, c'est ce vers quoi on veut tendre. Ça va se traduire par une réduction des coûts en vie série. Par contre, le prix à payer, il ne faut pas se le cacher, c'est ce que montre la courbe ici que vous voyez, la courbe en S, la courbe verte. Cette courbe verte, elle monte plus haut. C'est quoi? Ça représente le coût cumulé en phase projet de développement. Ça veut dire que par rapport à nos habitudes qui sont sur la rouge, ici, où cette courbe rouge nous dit, ben voilà, on développe un petit peu à l'arrache nos produits, nos process, et puis ensuite, ben, on le paye très cher parce que quand on passe en série, bon, il y en a une petite FAI dont on reviendra dessus tout à l'heure, parce que c'est pas très sécurisant. Eh ben, ma foi, après, on lance la vie série, sauf que cette vie série, ben, elle est parcourue de plein de problèmes, et ces problèmes nous coûtent cher. Nous coûtent du redesign, nous coûtent de l'amélioration de process, nous coûtent de la résolution de problèmes, nous coûtent des audits clients en veux-tu, en voilà, parce qu'il y a une perte de confiance entre nous et nos donneurs d'ordre, etc., etc., etc. Le quotidien que vous connaissez tous, je pense, plus ou moins. Donc, pour essayer de sortir de là, qu'est-ce qu'on nous dit avec la courbe verte? Eh bien, on nous dit, pensez un peu plus, réfléchissez plus, mettez plus d'énergie dans les phases amont de développement pour derrière vous garantir une vie plus sereine, une vie série plus sereine. C'est ça qu'on cherche à mettre en place avec la PQP. Voilà. Je pense que cette courbe illustre bien les objectifs et les enjeux de cette norme. Voilà. Donc on l'a dit, c'est basé sur du risque. Donc ça veut dire que pour investir plus comment? Au travers de beaucoup de questions, quelques livrables supplémentaires par rapport à ceux qu'on a l'habitude de faire, qui vont justement prévenir, c'est-à-dire nous alerter sur le fait que, attention, on est en train de prendre un risque si on ne regarde pas cet aspect-là, etc., etc., tant pour nos collègues de l'engineering que pour ceux qui sont ensuite en méthode sur l'Indus, que ceux qui vont ensuite devoir faire la qualité, la production, etc. Donc tout le monde a un rôle à jouer, et l'assurance qualité fournisseur, parce que la PQP, bien sûr, demande à ce qu'on décline proprement aussi certaines des exigences vers nos fournisseurs. Donc, ça demande un accompagnement et une maîtrise qui doit être aussi sous contrôle au niveau assurance qualité fournisseur. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Ça vaut pour les développements de nouveaux produits, mais ça vaut, comme vous le voyez aussi, le dernier bullet point ici, pour les transferts en production. Quand je transfère un dossier qui est à peu près bien ficelé dans une usine et que je le passe dans une autre usine, eh bien, il y a beaucoup de risques aussi. Ce transfert doit être maîtrisé. C'est pas exactement les mêmes process qui vont être mis en œuvre, c'est pas les mêmes machines, c'est pas les mêmes personnes qui vont fabriquer. À partir de là, il y a des risques, et donc il va falloir maîtriser ces changements de processus. Donc rien que ça justifie aussi l'usage de la PQP. Donc, la clé là derrière, c'est la maîtrise. Maîtrise de la conception et des processus de réalisation au sens large du produit et des process, hein. Donc avoir les moyens d'obtenir, de mesurer, de valider la maturité des produits et processus avant passage en série. Là, on va se donner des moyens que l'on n'a pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout à l'heure, je vous parlais d'une petite FAI. Avec une FAI, on n'a pas la capacité de savoir si, parce que ma FAI est bonne, alors ce produit a été fabriqué avec des process répétables, par exemple. Des process qui sauront, si je les réactive derrière pour fabriquer un produit numéro 2, un produit numéro 3, vont me garantir que je suis sûr d'avoir un produit numéro 2 et numéro 3 qui fonctionne bien. C'est pas vrai. La FAI ne donne pas cette assurance. Donc il va falloir aller plus loin.
Donc, toutes les entreprises sont concernées. Là-dessus, personne n'y échappe, comme ça a été dit tout à l'heure. L'application de la PQP est exigée par l'ensemble des donneurs d'ordre. Ça concerne les développements de nouveaux produits, transfer of work, évidemment une modification de produit ou de process, là on n'y échappe pas non plus, bien sûr. Alors, on n'y échappe pas, ça ne veut pas dire qu'on va appliquer la totalité de la norme. Par contre, sur les parties qui sont soumises à évolution, eh bien, on aura de bonnes raisons du coup d'appliquer cette norme. Ça concerne les processus de développement d'industrialisation. Néanmoins, je tiens à le dire, ça fait appel à beaucoup d'outils et de méthodes qui existent déjà, qui ne sont pas vraiment nouveaux, mais qu'on ne mettait pas toujours en œuvre. Alors quand je dis ils existent, ça veut dire que ils étaient dans les documents applicables, peut-être ceux qui travaillent avec Airbus par exemple, qui connaissent le GRAMS, anciennement le GRAMS, les ASR aujourd'hui, eh bien ça fait 20 ans qu'on vous dit qu'il faut faire de la maîtrise de capacité, qu'il faut faire de la MSA, qu'il faut faire ces outils-là, ils existent depuis très longtemps. Simplement, on arrive toujours plus ou moins à esquiver et à pas se les rendre applicables ou simplement juste avec des applications très restreintes. Et bien là, on va voir que ces outils demandent à être appliqués, mais avec intelligence, avec le bon dosage, là où on en a besoin. C'est à ça que va servir cette méthode. Le but étant, comme on le dit en bas, une réalisation robuste et répétable de nos produits. Pensez automobile, pensez la facilité qu'ont nos collègues à sortir sur des chaînes d'assemblage avec des cadences élevées, des produits qui marchent en sortie. Eh bien, on cherche à faire la même chose, hein, ni plus ni moins. Voilà. Alors, ça repose sur 3 principes, 5 phases. Je ne vais pas tout vous décrire par le menu détail. Vous avez les slides, vous pourrez les lire et les relire. Je vais aller à l'essentiel très rapidement parce que, comme on l'a dit, j'aimerais qu'on passe du temps peut-être à échanger pour, euh, pour dédramatiser peut-être la situation pour certains qui ne connaissent pas ou peu la norme ou qui la subissent encore peut-être de trop. Voilà. Alors, les 3 principes, vous les voyez, il y a une petite maison de la PQP, comme il existe la maison du Lean, la maison de la qualité, etc., etc. Les gens ont construit une petite maison pour la PQP. Cette maison, sans trop de surprise, quand on voit le toit, ça vise la satisfaction client. Là aussi, beaucoup, c'est un objectif partagé par tout le monde, je pense. Ce qui est le plus intéressant et plus spécifique peut-être, c'est de regarder les piliers qui tiennent ce toit. Donc le pilier central, celui qu'on a mis au centre, et c'est pas un hasard, c'est vraiment l'approche multimétier. Ça fait longtemps qu'on en parle. Et puis tout le monde est d'accord en plus, hein. Quand on en parle, bien sûr qu'on a intérêt à travailler main dans la main, les méthodes, la qualité et la production. Sauf que le moment venu, quand il faut s'y mettre, eh ben voilà, le gars de la qualité, il n'est pas dispo, celui de la prod, il a un problème qui vient de lui tomber dessus, donc il ne pourra pas participer, et les méthodes se retrouvent toutes seules à devoir faire l'indus, parce que finalement, c'est bien à eux que revient l'indus, etc. Donc les méthodes vont faire le boulot dans leur coin, la qualité va faire son boulot dans son coin, et la prod va faire son boulot dans son coin. Et ben c'est pas comme ça qu'on va sortir de nos ornières, parce que chacun voit midi à sa porte. Chacun a un passif de problèmes qu'il a enregistré auquel il est très sensible de par ses fonctions, de par ses objectifs aussi. Si on met pas tout ça, si on ne partage pas tout ça sur une même table, comment vous voulez faire une analyse de risque process qui tienne la route? C'est pas possible. Il y aura toujours des trous dans notre raquette et à la sortie, on fera toujours les mêmes problèmes. On aura toujours les mêmes problèmes, on fera les mêmes impasses. Donc, il s'agit de sortir de ça. Donc, c'est plus qu'un vœu pieux. Et vous verrez que, enfin, quand vous rentrez dans la norme, vous voyez très vite que, même dans les phases d'indus, on demande à la production de donner son avis. L'indus ne peut pas être faite que par les méthodes, autrement, vous ne tiendrez pas le jalon de fin d'indus, c'est pas possible. Il y a des livrables que vous ne pourrez pas faire tout seul si vous êtes que les méthodes ou que la qualité ou que la prod. Vous avez besoin de vous tenir la main pour faire certains livrables. C'est la même chose côté engineering. L'engineering ne peut pas faire le développement du produit et solder ce développement si elle n'a pas un avis favorable de la part de représentants de la production, de gens qui soient la voix des ateliers, qui aient mis leur nez dans le dossier de définition et qui aient validé préalablement le contenu de ce dossier de définition et qui ait dit oui, on peut le fabriquer. Oui, ça passera dans notre processus. Ou non, là, ton rayon de pliage, excuse-moi, il est trop étroit. Ou là, ta dimension. Ou, tiens, tu m'as mis une cote, là, on ne saura pas la mesurer. Hein. Vous avez peut-être non, des plans clients comme ça, où vous récoltez des plans, ben, vous avez un point de référence pour aller mesurer une cote qui est à 3 mètres de la pièce. Ça vous arrive jamais, ce genre de choses. Bon, voilà. Donc, ce genre de problème très concret qui malheureusement voilà, ne fait pas cas quand on reste entre gens de l'engineering, mais qui pose problème quand on commence à penser Indus. Voilà. Et ce qu'on demande
aux gens de l'engineering, c'est penser Indus. Alors, on ne peut pas être expert en tout, on ne peut pas demander aux gens de l'engineering d'être aussi experts que des pros des méthodes sur la vie des ateliers, la capacité machine, je ne sais pas quoi. Évidemment qu'il va falloir les aider. Donc, travail en équipe multimétier. Alors oui, c'est contraignant, oui, ça coûte plus cher, oui, il va falloir libérer de la ressource, et c'est là qu'on fait monter notre courbe en S, pour reboucler avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais c'est une condition indispensable. Voilà. Deuxième pilier de cette maison, donc qu'on appelle un des trois principes, c'est le support franc, massif du management et de la direction de l'entreprise. La direction de l'entreprise a un rôle essentiel. Ne serait-ce que si on reboucle avec ce que je viens de dire juste avant. Si vous n'allouez pas plus de ressources pour industrialiser des produits avec la PQP, vous ne pouvez pas appliquer la PQP. Donc, ça coûtera plus cher, donc il faut mettre plus de ressources. C'est clair. Plus de ressources, ça veut dire plus de bras, mais aussi plus de compétences. Ça veut dire former aussi des gens qui vont devenir référents, je pense, dans leur métier, experts, appelez-les comme vous voulez, mais qui aient la maîtrise de ces nouveaux outils, nouveaux pour certains en tout cas, qu'il faut apprendre à connaître et à utiliser. Alors là-dessus, on aura l'occasion d'y revenir en parlant un petit peu des formations ensuite qui sont procurées. On ne fait pas que des formations, on vous donne aussi des outils dans ces formations pour faciliter l'accès à ces méthodes et outils qui sont peut-être un peu nouveaux, qui nécessitent pour certains d'utiliser des outils un peu plus compliqués, statistiques, type Minitab ou autre. Nous, on vous donne le pendant pour remplir les mêmes missions et faire les mêmes choses avec Excel. On les a développés et on les remet aux gens quand ils viennent en formation pour que ça reste simple d'accès. Néanmoins, il faut comprendre pourquoi on utilise cet outil, dans quel cas, qu'est-ce que ça veut dire quand l'outil nous dit ceci ou nous dit cela. Donc il faut bien sûr monter en compétence, c'est extrêmement important. Autre point qui est très important, c'est que tant qu'on considère la PQP comme une exigence nouvelle apportée par un client, un nouveau contrat, quelque chose comme ça reste, passez-moi l'expression, mais un cheveu qui tombe sur la soupe et qui gêne tout le monde, d'accord? Un truc en plus qu'il faut faire, en plus de ce qu'on avait l'habitude ou prévu même de faire. Euh, si la PQP reste comme ça, comme quelque chose d'additionnel, c'est pas comme ça que vous allez acculturer les gens et que vous allez l'intégrer dans vos habitudes maison. Donc, il est absolument nécessaire d'intégrer ces nouveaux livrables dans les référentiels de l'entreprise. Ça, c'est un point très important. Euh, Au début, je vous le dis très clairement, on avait quelques doutes hein, parce que certains de ces éléments ne sont pas si simples que ça à intégrer. On voit maintenant les industriels qui, après quelques mois d'utilisation de la PQP, font ce travail. Ils l'intègrent et ça marche. Ils l'intègrent dans leur référentiel, dans leurs outils métiers, dans leur référentiel métier et c'est comme ça que ça marche bien. C'est-à-dire que c'est là qu'on va véritablement acculturer tous nos services de l'entreprise vers ce nouveau stade, je dirais, de maturité industrielle qu'on attend de nos filières. Voilà. Ça, c'est le vrai sens à donner. S'il n'y a pas un appui du management pour faire tout ce travail de fond, ça ne marche pas. C'est évident. On ne peut pas envoyer juste, tiens, à PQP, j'ai vu qu'il y avait le mot qualité dedans, je vais envoyer mon responsable qualité se faire former. Quand il va revenir à la maison, il va s'occuper de tous les livrables de la PQP pour les projets. Non, ça ne marchera pas. Encore une fois, tous les métiers sont mouillés. Les métiers de l'engineering, les métiers des méthodes, de la production, de la qualité, de l'assurance qualité fournisseur, minimum. Tout cela doivent participer. Et ensuite, on l'a dit, ça nous aide à planifier de manière très effective et efficace notre projet. Comme je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, je passe rapidement. On a parlé de 5 phases après, les voici. Les 5 phases, elles sont ici. Donc, assez logique, hein, il n'y a pas de choses franchement révolutionnaires. Quand on regarde ces phases, on nous dit quoi? On dit, bah, si vous lancez un projet de développement d'un nouveau produit, il faut le planifier. C'est tout sauf une surprise. Commençons par le planifier. Ensuite, phase 2, on va développer notre produit. Donc là, typiquement, c'est un boulot engineering. En phase 3, on fait de l'industrialisation. On peut être surpris de voir que ça commence, il est proposé en tout cas de le commencer en même temps que la phase 2. Bah oui, parce qu'on a des cycles de développement qui peuvent être longs. On a peut-être besoin d'acquérir des machines, d'acquérir des outillages un peu complexes, longs, qu'il va falloir spécifier, passer par un appel d'offres, faire un rapport de choix, accompagner les développements, faire une recette, une qualif, etc. C'est long. Donc évidemment qu'on a intérêt à anticiper au maximum cette phase d'industrialisation. Une phase 4
celle-ci est nouvelle et on s'attardera un petit peu là-dessus pour venir valider à la fois produit et processus. Produit bah, qui était en développement en phase 2, process développé en phase 3. On réunit tout ça en phase 4 et on se donne les moyens de véritablement valider et vérifier que tout ça marche bien ensemble. Et ensuite, phase 5, sans surprise, on passe en série. On a mis ici en standard quelques jalons auxquels je pense que tout le monde est à peu près, avec lesquels tout le monde est à peu près familier. Donc un kick-off au début, une PDR pour Preliminary Design Review, CDR, Critical Design Review, ça concerne nos collègues de l'engineering. Fin de phase 3, c'est ce qu'on appelle la Production Readiness Review en bon français. Donc on va vérifier, ben, ma foi, que notre appareil industriel est prêt à entrer en service. D'accord? Quand on finit la phase 3, en théorie, en tout cas, on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton marche et derrière, ça sort. Les produits commencent à sortir. Ce qui veut dire que on a mis au point non seulement la partie technique, des ressources techniques qui sont nécessaires pour nos process, on les a validées, mais aussi la partie humaine, opérateurs, opératrices ont été identifiés, leurs compétences ont été évaluées et ils sont directement disponibles pour commencer à pratiquer la production. Voilà. Jalon de fin de phase 4, celui-là, on se le garde au chaud, on va en parler parce qu'il est très important. Alors, très très rapidement, planning, ça concerne essentiellement nos collègues qui font du développement avec de l'engineering, où on nous dit attention, mais pas que, hein, parce que même quand on fait par exemple que de l'indus, on va devoir planifier un minimum au moins notre phase d'industrialisation. Donc, on a bien une phase planning. Et ce sur quoi insiste la phase planning, on retiendra ça peut-être, c'est faire cas de tous les retours d'expérience. Qu'est-ce qu'on a déjà emmagasiné dans notre entreprise comme expérience sur des produits similaires et ne pas retomber dans les mêmes pièges que ceux dans lesquels on est peut-être entré dans des produits similaires. On retiendra ça, qui est un point important, parce que souvent, on fait pas assez attention à ces retours d'expérience. Phase 2, ben, classique, c'est du développement, c'est l'engineering, c'est le plan de VNV pour ceux qui font de l'engineering. Donc, on va faire tous les essais, les simulations qui vont nous permettre de vérifier que notre produit marche bien, remplit bien les exigences du cahier des charges. Très bien. Et la partie Indus. Comme je disais tout à l'heure, on va obliger nos collègues de l'engineering à projeter leurs produits dans tout leur cycle de vie, y compris le cycle de vie qui passe par les ateliers de production. Donc, est-ce qu'on va savoir fabriquer? Est-ce qu'on va savoir assembler? Est-ce qu'on va savoir maintenir? Est-ce qu'on va savoir mesurer ces produits-là? Ça, ce sont des questions auxquelles ils ne pourront pas échapper et sur lesquelles il va falloir les aider parce qu'ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Phase 3, sans surprise, l'Indus. Donc, là-dessus. Donc, et c'est le point d'entrée, comme vous le voyez ici, qui est applicable lorsqu'on est en build to print, c'est-à-dire lorsqu'on travaille directement avec les plans clients. Hein. On n'a pas accès à la partie engineering. Voilà. Et la phase 4, celle-ci est assez spécifique, parce que c'est là qu'on va se donner les moyens, du coup, de réunir, de fabriquer de manière euh, un peu répétable, c'est ce qu'on va chercher à démontrer en tout cas, ce produit qui vient d'être conçu. Donc on va se donner les moyens de le montrer. Et pour ça, on ne peut pas s'appuyer, comme je le disais précédemment, sur la seule FAI. Voilà, on va se donner les moyens d'aller beaucoup plus loin. Alors comment on peut aller plus loin? Eh bien, on va essayer de retranscrire ce que nos collègues dans l'automobile appellent le concept de pré-série. Qu'est-ce que c'est que les pré-séries? Ce sont des premières productions de premiers batchs de production que l'on fait avec notre appareillage industriel série pour se donner les moyens de voir si ça marche. Alors, si ça marche quoi? Si ça marche, si on est capable de faire des produits conformes, qui marchent bien, et que nos process répondent comme on s'y attend, c'est-à-dire comme on les a, ce pourquoi on les a conçus. C'est-à-dire, est-ce que non seulement ils font des produits avec la qualité attendue, mais en plus, est-ce qu'ils ont la bonne productivité? Est-ce qu'ils ont les bons taux de rebut, les bons TRS, etc., etc. Donc, on va se donner les moyens d'aller faire tourner un minimum notre appareil de production, chose à laquelle on n'est pas habitué quand on n'applique pas la PQP. Hein, tout à l'heure, quand je faisais la comparaison avec la FAI, hein, la FAI, grosso modo, j'en fabrique un. Si j'arrive à en faire un qui marche, ça y est, je passe en série. Là, non. Là, on va se donner les moyens de faire, alors idéalement, un petit galop de 20-25 pièces, idéalement, parce que certains sont peut-être en train
de se poser la question, ouh là là, 2025, mais c'est déjà énorme pour moi, je ne sais pas comment je vais faire, etc. Et vous avez raison, il faut se poser ces questions-là, hein, ce sont de vraies questions à aborder dès le début d'un programme APQP. Néanmoins, se donner les moyens d'observer la variabilité au travers des produits qu'ont nos processus. On sait très bien que le produit numéro 2 que je fabrique n'est pas exactement le même que le numéro 1. Et le 3 n'est pas le même ni que le 2 ni que le 1. Très bien, eh bien, donnons-nous les moyens. Ce que demande la PQP, ce qu'exige la PQP, c'est d'aller vérifier de combien ils diffèrent les uns par rapport aux autres sur certains paramètres sensibles qu'on aura identifiés en amont. Et d'après les analyses qu'on va faire de ces variations, on saura dire si oui ou non nos process sont sous contrôle ou pas. Si oui ou non nos processus sont répétables, si oui ou non nos processus sont capables, sont stabilisés, et si derrière on a quelque confiance dans le fait que la production série va bien se passer ou pas. Voilà le sens profond de la PQP, la résultante de tout le travail qui aurait été fait correctement ou pas en phase 1, 2, 3 va être révélée dans la phase 4. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau. C'est vraiment le grand plus de la PQP, je trouve, par rapport aux habitudes que l'on a dans la filière, dans nos filières à nous, de petites séries. Donc ça, c'est un processus qui est régi par un autre acronyme qui s'appelle le PIPAP. Donc, PPAP pour Production Part Approval Process. Donc, c'est un processus d'approbation de nos produits et de nos process, en fait. On approuve et le produit et les process au travers de ce que j'expliquais tout à l'heure. Un petit galop d'essai qui va nous permettre de mener des analyses desquelles on saura dire si oui ou non les choses vont bien se passer après en série ou pas. Autant vous dire qu'on peut rester peut-être scotché dans cette phase 4 un petit peu longtemps, le temps de déployer un plan d'action qui nous permettra de remonter sur la maturité requise et attendue si jamais on n'y est pas, lorsqu'on fait ses premiers galops d'essai, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est un point très important, c'est le grand révélateur qui va dire si oui ou non on a bien appliqué ou pas la PQP. Donc vous avez un certain nombre de livrables qui sont listés ici, on ne va pas passer le temps à les explorer, et après, seulement après, on peut passer en phase 5, en phase de production vie-série. Alors là, vous comprenez qu'on aura mis en place un système de monitoring, donc de surveillance, de mesure, produit, process, dont on va tirer le bénéfice ensuite en vie-série pour venir observer, comprendre, analyser nos process régulièrement, voir si on garde le contrôle ou pas sur les choses. Et si jamais on perd un petit peu, il y a des déviations, voilà, des dérives, eh bien, on sait dire où. On a les moyens, au travers de ces mesures, de comprendre aussi le pourquoi. Et derrière, on va monter progressivement en maturité. C'est-à-dire que ce qu'on met en place durant le développement, c'est au service du développement des produits, mais c'est aussi au service de l'amélioration continue en vie série. Voilà. Alors, il y a un certain nombre d'outils qu'on appelle les core tools, qui sont représentés comme ceci. Alors, ces core tools, on ne va pas les expliquer, bien sûr qu'on n'a pas le temps et je devrais avoir fini quasiment. Donc, par contre, euh, ce qui me semblait intéressant sur ce slide, et c'est pour ça que je vous le montre, c'est pas pour faire peur parce que vous connaissez peut-être pas tous ces acronymes ou peut-être vous y mettez des choses voilà, qui font peut-être un petit peu peur. Alors d'abord, on apprend à se familiariser avec ça dans les formations, on explique comment ça marche, mais surtout, ça montre ce que j'appelle la colonne vertébrale de cette démarche, parce que c'est une démarche, hein, la PQP, c'est vraiment articulé autour de ces quelques outils qui ont l'intelligence, j'allais dire, de pointer du doigt les paramètres clés du produit, les paramètres sensibles, ceux sur lesquels il va falloir qu'on porte notre attention. Même chose ensuite pour la partie process en phase 3, dans la partie verte ici. Quels sont les paramètres sensibles de nos processus sur lesquels il faut qu'on porte notre attention? Porter notre attention, ça veut dire faire des analyses de capacité, s'assurer que nos systèmes de mesure sont capables de regarder ce qu'on cherche à voir avec eux. Ça veut dire mettre sous contrôle les processus qui vont être en charge de la réalisation de ces items qui sont un petit peu sensibles. Et c'est là-dessus que c'est intelligent parce que plutôt que de déployer, jusque-là on ne savait pas trop, hein, faut-il faire de la capacité sur tous les processus de l'entreprise ou uniquement sur certains? Oui, mais lesquels? Comment prioriser? Sur quels critères, etc. Mais là, vous avez tout ce qu'il faut dans la démarche pour pointer du doigt les quelques éléments, les quelques caractéristiques produits, les quelques caractéristiques process sur lesquels ça vaut le coup de le faire. Donc, on va investir
oui, un petit peu d'énergie, c'est vrai, un petit peu de méthode pour faire des analyses qui tiennent la route, qu'on va s'attacher à faire parler, hein, parce qu'il faut que ce soit pragmatique, hein, ça nous sert évidemment tout ça, mais uniquement sur les points qui le méritent. Donc, c'est pas l'usine à gaz, hein. Et c'est en ça qu'elle est intelligente, je trouve, cette approche-là. Voilà. Et la flèche rose nous dit, c'est pour alimenter l'amélioration continue, comme je viens de le dire, rien de plus. Voilà, donc en résumé, qu'est-ce qu'on va retenir? Ben, cette norme maintenant fait référence, elle est jeune, donc elle est appliquée par tout le monde. Donc ça, c'est une chance parce que au-delà d'une norme, c'est un langage, c'est un moyen de se comprendre entre donneur d'ordre et sous-traitant en charge de la réalisation. C'est une clé pour monter en maturité nos produits dans notre filière parce que bah, je pense que tout le monde en convient, on a besoin de sortir d'une phase presque artisanale, hein, même si c'est high-tech, c'est quand même de l'artisanat high-tech pour aller vers une phase plus industrielle. Voilà. 5 phases, 3 principes. Derrière, ça s'applique, même si vous êtes en build to print et vous n'êtes pas avec un bureau d'études, ça s'applique, ça a toute sa raison d'être dans vos usines. Attention, il faut monter en compétence quand même pour bien l'utiliser, savoir ce qu'on fait et juste mettre les efforts là où il le faut. Ça, c'est extrêmement important. Voilà. Donc, développer les compétences est un point essentiel. Identifier les équipes multimétiers qui vont devoir supporter la PQP, c'est ceux-là qu'il vous faut envoyer en formation, hein. Si j'avais qu'un message à passer, ce serait celui-ci. Et là, on va les former. En tout cas, Space s'attache à les former à tout ce qu'on appelle les core tools, ces outils qui sont peut-être un petit peu nouveaux pour certains. Et vous verrez qu'on les met en œuvre avec des simulations, on fait des exercices. Les gens, ils ressortent avec des outils très pragmatiques et ils peuvent les utiliser directement dans leurs ateliers. Voilà, j'ai fini. Bien, merci Olivier. Donc je mets ma casquette de Marie Toubin qui est en charge de la formation chez Space et qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Donc pour vous signifier que cette formation sera dispensée donc par Olivier le 22, 23, 24 septembre à Blagnac et à Lyon-Villefontaine euh, pour nos amis d'Auvergne-Rhône-Alpes les 8, 9 et 10 septembre. Voilà, donc 3 jours, 21 heures total de formation pour démystifier et embarquer vos équipes sur ce sujet-là pour qu'ils soient capables et aptes à leur tour d'embarquer dans vos entreprises cette démarche-là, de la comprendre et je dirais de bien choisir où le mettre en priorité pour contribuer aussi bien à la satisfaction de vos clients et à vos enjeux de performance et vos enjeux propres de performance qualité dans vos usines. Donc voilà, la fiche programme sera à disposition et le cluster mettra à votre disposition l'ensemble des détails sur la fiche programme. On peut passer, voilà, donc bien sûr, dans le cadre alors, Frédéric a signifié qu'on avait une convention qui a été, je dirais, accordée et agréée, mais cette action se fait en amont de cette convention-là, et donc déjà bénéficie d'un tarif préférentiel. Alors, je vous rappelle, hein, Space, notre association, quasiment, nos membres bénéficient des formations à prix coûtant. Hein, les coûts de développement, les coûts de management et autres sont, je dirais, prise en charge par les cotisations des membres exécutifs qui sont les grands clients et des membres associés qui sont les PME bénéficiaires. Bon, dans le cadre du cluster aerospace, on ne va pas dans, dans ce schéma-là. Par contre, il y a un tarif préférentiel par rapport au tarif marché hein, qui est à voilà, 1200 euros hors taxe par personne pour ces 3 jours de formation. Voilà. Donc les inscriptions se font auprès de Marie, qui aurait bien mieux fait que moi cette présentation technique et de planification. Donc voilà, vous aurez la présentation. Frédéric vous enverra tout cela pour vous inscrire. Merci encore Olivier. Question-réponse, c'est important qu'on puisse maintenant vous laisser la parole pour ceux peut-être d'entre vous qui ont commencé à faire le chemin. Est-ce qu'ils ont des questionnements particuliers par rapport à ce qui a été présenté ou des questions directes à Olivier? On peut peut-être commencer, Christophe, avec Pierre Lacarelle d'Eldec qui souhaitait nous apporter il est en cours de route, je crois, sur le déploiement de la PQP dans l'entreprise Eldec à Bron, à Exactement. Saint-Priest, pardon. Et Pierre, peut-être vous pouvez nous dire quelques mots? Oui, donc bonjour, je suis Pierre Lacarelle, je suis responsable qualité donc pour la société Eldec France. Donc j'ai été le chef de projet du déploiement de la PQP sur le site. Donc d'abord, merci Olivier, c'était
très intéressant et à la fois rassurant, parce que c'est très en phase, tout ce qui a pu être dit est très en phase avec ce que l'on a pu faire ces derniers mois. Donc du coup, nous, la démarche APQP, elle a été initiée au niveau du groupe, qui est un groupe américain, parce qu'il y avait énormément de demandes des grands donneurs d'ordre. On parle de Boeing, on parle d'Airbus, on parle d'Embraer, on parle de Safran. Donc il y a eu vraiment une volonté de décliner cette démarche APQP sur l'ensemble des sites aérospace, à tel point même que ça a été suivi par le président de la holding, puisque dans l'ensemble des activités qu'il y a au niveau de la holding, en fait, ils ont pu constater que c'était quelque chose qui marchait vraiment très bien dans d'autres industries. Donc là, ils se sont dit, ben, il faut qu'on y aille aussi sur la partie aérospace. En termes de déploiement, donc nous, ça s'est passé en 3 volets. Il y a d'abord eu un volet formation, effectivement, qui a été vraiment important. Il y a à peu près la moitié des salariés du site, donc nous sommes 30 ici, qui ont pu accéder à la formation APQP. Et puis ensuite, il y a eu la mise à jour du processus de développement. Donc le choix qui a été fait, ça a vraiment été d'intégrer tout ce qui était livrable et activité APQP dans le processus de développement et en aucun cas de d'écrire ou de développer un processus annexe. Donc ça, c'est donc là, encore une fois, merci parce qu'on était vraiment en phase là-dessus. Et le troisième volet, donc, qui est un peu plus discutable, puisque la volonté a été d'appliquer l'APQP sur des produits qui étaient déjà en série. Donc, bon, qui semble pas être quelque chose, quoi qu'il en soit, enfin, je sais pas si, Olivier, si vous le confirmez ou pas, mais qui est pas quelque chose de conseillé. Voilà, donc ça nous a demandé finalement un peu d'aménagement dans le choix des outils, de choisir les outils qui étaient le plus pertinents pour nous. Donc par exemple, on n'a pas réalisé de DFMEA, les cassés produits, on est allé chercher ce qui était déjà présent dans nos documents de contrôle pour définir nos caractéristiques clés produits et non pas utiliser donc la DFMEA pour les définir. Mais quoi qu'il en soit, ça nous a permis entre autres de déployer sur l'ensemble de nos moyens de mesure tout ce qui est MSR avec le gauge RR. Et ça a vraiment été une expérience intéressante parce qu'on s'est rendu compte que là, parfois, on avait la sensation d'être dans quelque chose qui fonctionnait pas très bien. En fait, on s'est rendu compte avec des vrais chiffres et des vraies valeurs, des vraies grandeurs scientifiques, qu'on avait des moyens de mesure ou des méthodes de mesure qui étaient absolument pas appropriées, y compris sur des produits de série. Et ça nous a déjà apporté des améliorations, puisque sur au moins 2 de nos value streams, on a pu apporter des améliorations très simples sur nos méthodes de mesure. On a déjà vu des améliorations au niveau de la performance non qualité. On a réussi à réduire cette performance non qualité avec vraiment plus. On parle souvent d'argent, de déploiement, mais là, pour le coup, on a vraiment mis en place des choses très simples et très peu coûteuses qui nous ont permis d'apporter des améliorations. Voilà. Et puis, pour revenir à ce que disait Olivier, c'est vrai qu'on avait déjà un petit peu des choses de la PQP qu'on avait mis en place il y a longtemps, comme la PFMEA. Mais il faut le reconnaître, c'est pas très dynamique, elles étaient un petit peu anciennes. Donc le projet APQP nous a permis de redynamiser cette PFMEA, déjà parce qu'on a formé des nouvelles personnes qui sont arrivées avec des nouvelles idées. Puis du coup, on a pu identifier un peu des nouveaux risques, ce qui nous a permis d'apporter quelques petites améliorations. Et puis du coup, on le disait tout à l'heure, la PFMEA, jusqu'à présent, c'est souvent la qualité qui s'en occupait. Là, c'est terminé, c'est plus la qualité qui s'occupe de la PFMEA. C'est ce que nous, on appelle chez nous dans l'organisation, c'est l'ingénieur fabrication. C'est quelqu'un qui est vraiment basé au niveau de la prod, qui pilote les PFMEA et qui est vraiment au contact des problématiques. Donc du coup, j'espère que justement, cette nouvelle dynamique va nous permettre de maintenir l'utilisation de ces PFMEA sur la durée. En tout cas, pour nous, on est à quelques mois de la fin, expérience très, très positive globalement. Beau témoignage, merci. Merci. Alors effectivement, dans la vie série, se pose la question, mais pourquoi limiter ça aux nouveaux produits uniquement? Parce on a peut-être 90% de nos produits qui sont en série, c'est dommage d'en faire bénéficier que les 10 nouveaux pourcents qui rentrent là-dedans. Souvent, on privilégie non pas d'appliquer l'APQP aux produits série, mais au processus série. C'est-à-dire quand, par exemple, Pierre parlait de la PFMEA, on va faire des PFMEA sur les processus qui concernent tous nos produits série et finalement, ils vont en bénéficier. Comme par exemple, c'est un très bon exemple, est-ce que nos moyens de mesure sont bons et sont capables de révéler ce qu'on en attend aujourd'hui? Ça concerne tous les produits qui sont en prod aujourd'hui. Là, on n'est pas limitatif. Donc, par un axe process, finalement, on peut venir impacter indirectement tous les produits qui sont en série. C'est plutôt cette approche qu'on privilégie. La finalité est la même. Merci. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être aussi à
donc à Pierre Lacarelle et ou Olivier Despujols, qui ont du coup Pierre qui a fait le chemin et Olivier qui peut vous aider sur la thématique et et la formation et le sujet. On n'a rien sur le chat, Non, Frédéric? non, non, je vois pas. Donc, si vous voulez poser une question, bien évidemment, il faut ouvrir votre micro ou vous pouvez aussi aller dans le chat pour la poser à l'écrit. Écoute, c'est qu'Olivier a été clair. On va laisser encore un peu de temps peut-être pour. Ah, Oui, bonjour, Régis Laurent, je suis de la BU Aérospace and Défense au sein du groupe Air Liquide. J'ai un passif automobile, équipementier et constructeur, notamment chez PSA, des expériences donc chez des équipementiers comme Safran, Thales, etc. Moi, je vois au sein de notre BU, on n'a pas encore, je dirais, déployé la PQP, mais on a une demande forte de la part de nos clients, et alors que ce soit Dassault, Airbus, etc. Et je voulais savoir, est-ce que c'est mandatory, je dirais, dans les contrats? Parce que si on n'est pas à PQP, quelle est la conséquence? Est-ce qu'il y a une deadline pour basculer de la PQP? Voilà, c'est plus. Et aussi, je vois, enfin, au sein de notre BU, moi, enfin, on est quelques-uns à venir du secteur aéro et auto, et quand on parle de MSA, de RR, de KC, de plan de surveillance, d'index, c'est pas, je dirais, dans les gènes, et c'est pas dans l'ADN de la BU. Donc, voilà, donc après, est-ce que pour typiquement sur des capabilités, CPK, etc., RR, il faut qu'il y ait des formations qui soient déjà déclinées pour pouvoir, après, je dirais, basculer dans les attendus de livrables de la PQP. Bon, ça fait plusieurs questions, je suis désolé, ça fait un petit peu ça fait un petit peu un fourre-tout, mais c'est vrai que nous, on en parle, enfin moi j'en parle depuis déjà depuis plusieurs mois, voire l'année dernière, au sein de la direction pour les préparer, je dirais dans le meilleur des cas. Donc, j'ai une présentation après à faire en copile pour ben, c'est quoi la PQP, les avantages, etc. Donc ça c'est parfait et bien merci de cette présentation. Donc pour que ça vienne de la direction, mais ça j'en étais convaincu. Et donc voilà, donc c'était un petit peu l'idée de les rassurer, de leur dire que c'est pas quelque chose qui va être imposé, que forcément ça va coûter, etc., etc., quoi. Donc J'ai on peur va de les vous rassurer décevoir. dans le bon sens, quoi. J'ai peur de vous décevoir un peu quand même là-dessus parce Non, non, que mais oui. Enfin, c'était un petit peu provoque, mais je connais la réponse. Mais voilà, mais c'est plus pour vulgariser un petit peu la méthode au sein de personnes qui ne sont pas du tout au fait, je dirais, de la déclinaison, des outils, des livrables, etc. c'est vrai que c'est un enjeu d'acculturation, hein, comme on l'évoquait tout à l'heure. Quand on n'est pas tombé dedans quand on était petit, bon, bah, il y a une marche à gravir. Bon. Et pour ça, il faut des moteurs parce qu'autrement, il va y avoir de la résistance au changement, comme tout changement, bien sûr. Donc, il faut des gens qui tirent, hein. Voilà, c'est clairement. Donc, il faut des leaders métiers qui vont accompagner les autres, qui vont montrer, mais si c'est faisable, tu vas voir, mais ça fait pas si mal que ça, etc., etc. Et on s'y frotte une fois et on va voir que ça marche pas mal. Je pense qu'il est aussi très important pour faire adhérer les gens de structurer ces livrables d'une manière telle que la deuxième fois, ça fera beaucoup moins mal que la première fois. C'est-à-dire que ces livrables soient le plus génériques possible et qu'on puisse faire qu'on puisse réutiliser ces livrables par famille technologique. Pour ça, il faut créer des familles technologiques de produits et de seconde approche, structurer des process génériques aussi. On n'a pas 36 000 process dans l'entreprise, c'est pas vrai. Donc il faut les différencier au bon niveau. Il ne faut pas rentrer trop au niveau vis de 4, évidemment. Il faut trouver le bon grain de description pour avoir des processus avec une PFMEA qui colle à chacun des process. Et derrière, vous avez des familles technologiques qui passent sur certains de ces processus. Et vous avez un maillage comme ceci qui va se constituer et qui très rapidement va vous donner un socle de livrables qui sera déjà préconstitué. Et vous allez gagner énormément de temps. Donc il faut mettre de l'intelligence dans la manière d'intégrer ça dans vos référentiels pour que progressivement, avec le temps, ce soit de plus en plus facile, de moins en moins lourd. Parce qu'on a besoin d'être réactif malgré tout. Et là-dessus, au début, c'est une des difficultés quand même au début.
C'est-à-dire, vous avez des clients qui vous disent, je veux que vous appliquiez la PQP, mais comme d'habitude, je ne vous donne pas de temps pour le faire. Donc, ça, c'est un vrai problème. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre les bouchées doubles au début. Ça demande un effort qui est certain les premières fois. Après, vous dites, est-ce que c'est applicable? Ben, moi, je vois de plus en plus des donneurs d'ordre pour qui ça devient no-go si on n'applique pas la PQP, hein, pour parler clairement, hein. Thales l'a annoncé il y a 1 an déjà à ses fournisseurs. Ouais, complètement, complètement. Voilà, donc on n'y échappe plus, hein. Ouais, il faut avancer, hein, sur ce chemin. Enfin, c'est ma conviction, c'est ce qu'on constate tous les jours, c'est ce que tout le monde constate. Alors, j'observe, comme je disais tout à l'heure, hein, il y a des industriels qui sont encore en train d'essayer de gravir la marche. Donc, pour cela, c'est nouveau, c'est un truc en plus auquel il faut s'habituer. Il y en a d'autres qui se sont déjà appropriés la méthode et qui sont en train de l'intégrer dans leur gène. Et je vois des industriels qui commencent à l'appliquer pour eux d'abord, alors que les clients ne le demandent pas, parce qu'ils en ont vu les bénéfices. Vous avez des usineurs qui sont en train de le faire en ce moment. Donc ça va très vite, hein. Ça va très très vite. Olivier, on a 2 questions dans le chat. Une première qui est: quelle différence par rapport au VDA 6.3 de l'auto? Joker, je connais pas. Peut-être, Christophe, vous pouvez faire le lien? Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Donc, moi, je fais partie de la société Stofileta. Nous fabriquons du textile notamment pour le domaine aéronautique et on travaille aussi pour l'automobile. Et il y a à peu près 5 ans, pour démarrer dans l'automobile, les clients, notamment allemands, nous ont imposé de développer nos produits suivant le VDA 6.0. En fait, c'est la norme automobile spécifique aux constructeurs allemands, qui reprenait en fait un petit peu tout ce que vous avez dit, notamment le PIPAP, avec tout ce qui va derrière. Donc en fait, la question était, est-ce qu'il y avait des choses supplémentaires dans le N9145 par rapport au VDA 6.0? Est-ce que c'était plus contraignant ou pas? Je suis désolé, je ne connaissant pas la norme, je peux pas vous D'accord. répondre. Désolé. Ok. Après, cette norme, elle est pas. Quand vous lisez cette norme, elle n'a rien de spécifiquement aéronautique, hein. Elle est essentiellement plus adoucie, on va dire, par rapport à l'équivalent automobile dans la phase 4, où elle n'impose pas des pré-séries, où elle ouvre vraiment le champ à la négociation entre clients et fournisseurs pour se poser la question comment est-ce qu'on va s'y prendre pour piloter cette phase 4, qui est quand D'accord. même un des points forts de cette nouvelle démarche, à laquelle on n'est pas habitué quand on n'y a pas goûté, hein. Bien sûr, et il faut quand même, quand vous faites des pièces, comme je vois des usineurs qui retouchent des pièces qui leur arrivent à l'état brut avec un coût de 100 000 dollars brut, vous vous amusez pas à les fabriquer par 20 ou 30 juste pour voir si vos process marchent à peu près bien, quoi. Enfin, voilà. D'accord. Donc ça pose C'est vrai que de vrais problèmes. dans la partie automobile, on a vraiment cette phase de pré-série Oui. qui est entre guillemets imposée. Par contre, par exemple, si je fais encore un parallèle avec l'industrie automobile allemande, les constructeurs nous demandent pas, ou les équipementiers nous demandent pas forcément d'être certifiés. Ils viennent faire leurs propres audits et nous disent que l'on est conforme à ce entre guillemets référentiel VDA 6.3. C'est la même chose ici, hein. Vous n'avez pas de certification, hein. D'accord. C'est la même chose. C'est-à-dire, on se met d'accord, et ce qui prévaut, c'est le contrat malgré tout, hein, surtout sur les phases de la PQP qui laissent la marge libre. Le PIPAP, vous avez quand même parmi les livrables, on est passé rapidement tout à l'heure dessus, vous avez un livrable qui s'appelle Customer Specific Requirements. Oui. Donc, c'est la porte ouverte à tout. Donc, ça veut dire qu'il est très important de bien négocier dans les contrats comment est-ce qu'on va mettre en œuvre cette fameuse phase 4 et se donner les moyens de démontrer bien qu'on a une bonne maturité. Voilà. Si on vous demande, je vois par exemple, j'ai vu il n'y a pas longtemps un industriel, le client lui demande d'appliquer la PQP. Alors lui, il regarde la PQP, il dit pour faire des stats en phase 4, il me faut minimum 25 ou 30 pièces. Et après, mais 25-30 pièces, c'est 2 ans de couverture de besoins de mon client. Voilà, c'est ça.
Bah là, on est dans une impasse. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver un modus vivendi. On ne peut pas appliquer texto, comme ça, cette norme de cette manière-là. Donc, il faut se mettre d'accord. Comment est-ce qu'on va s'y prendre pour... Et voilà. Donc, et là, typiquement, c'est des questions qui ne se posent pas dans l'automobile. Donc, on a des difficultés spécifiques à notre contexte de petite série. Alors, on discute de tous ces points durant la formation. Là, on ne va pas rentrer dans les détails parce que là, c'est une... Puis d'abord, ça, voilà, ça intéresserait peut-être pas tout le monde, mais on aborde ces questions, bien sûr. On est d'accord. Bien. Bon, il y a encore deux questions. Il y a une autre question piège qui est: est-ce qu'on a des exemples permettant de chiffrer les avantages de la démarche sur des KPI, sur de l'OTD, sur de l'OQD? Je vais être pragmatique et je vais vous répondre non. C'est une question. Non, mais c'est une question qu'on a travaillé, je vais vous dire, en interne chez Airbus. Les gens qui promeuvent la PQP chez Airbus ont eu à répondre à cette question. Combien est-ce qu'on gagne grâce à la PQP? Mais la question qui s'ensuit en réponse à cette question, c'est est-ce que vous êtes prêt à jouer 2 fois le même projet, une fois avec la PQP et une autre fois sans la PQP, et à la sortie, on compare. Comme personne n'a jamais dit oui, on n'a pas de KPI. Par contre, moi, je recueille de plus en plus, comme je vous le disais, de témoignages d'industriels qui aujourd'hui sont très égoïstes et disent, moi, je vois les bénéfices à la PQP et je me l'applique sans attendre que mes clients me le demandent. C'est le meilleur des KPI, je pense. Ils sont pas fous, ces gens-là, hein. Ils ont compris les intérêts qu'ils ont à la démarche. Ouais. Non, c'est une vraie difficulté. Je sais, c'est la question que pose tout de suite voilà, quelqu'un qui veut du ROI. J'envoie former une équipe multi-projet, on me demande d'investir plus, etc. Combien je gagne à la sortie? Ben, je suis désolé, l'équation n'existe pas. On l'a pas mis sous équation, ça. Donc, c'est une affaire à la fois un mélange, je dirais, de conviction, mais la conviction, elle s'acquiert avec le temps. Donc, c'est imposé d'abord par le client, et puis, chemin faisant, on acquiert ou pas la conviction. Mais je vois de plus en plus de gens convaincus quand même. Voilà. Il y a deux autres questions je trouve intéressantes. C'est un peu la complémentarité. Bon, comment sont synchronisées les démarches APQP, Lean Six Sigma, FMDS? Est-ce qu'il y a des modèles qui concatènent le tout, qui font un lien? Comment tu vois les choses, Olivier? Alors moi, c'est la démarche qui s'approche le plus, je trouve, de la PQP, c'est le Design for Six Sigma. Sauf que le Design for Six Sigma, je ne sais pas si vous l'avez appliqué dans vos entreprises. Moi, j'ai pas de cas probant parce que tout de suite, c'est une usine à gaz. C'est un truc énorme. On veut maîtriser la variabilité sur tous les paramètres d'un produit et d'un process. Là, comme je l'ai dit, cette démarche est beaucoup plus intelligente, beaucoup plus pragmatique, et elle va nous donner les moyens d'identifier, au travers notamment de la Design FMEA et de la PFMEA, quels sont les paramètres clés du produit, les paramètres sensibles sur nos process, et seulement sur ces paramètres-là, on va faire du Six Sigma. On va faire des analyses de variabilité. Donc ça utilise le Six Sigma, parce que derrière, on va mettre du SPC aussi, des choses comme celle-ci, des cartes de contrôle adaptées, patati patata, mais uniquement là où on en a besoin. Et c'est en ça qu'elle est très bien faite, je trouve, franchement. Alors, je vois un peu une autre question sur le bon dosage de la PQP. Existe-t-il une PQP light? Mais en gros, tu viens un peu de répondre, c'est que c'est toute une panoplie, mais c'est à nous de le mettre sur les bons produits, au bon niveau. Oui. Pour ceux qui n'ont rien que, alors, enfin, je vais un peu donner quelques avis qui sont, comment dire, que les clients poussent là-dedans. Il faut choisir le bon produit, le bon pour se mettre en dynamique et Mm. pouvoir démontrer au client que ça a sens de le faire là-dessus pour son business et peu de sens de le faire sur ce programme-là qui va bientôt finir ou qui est complètement exotique. Donc, est-ce qu'il y a ce bon dosage-là? Comment tu pourrais commenter ça? Eh eh bien, je vois des industriels maintenant qui commencent à intégrer ça dans leur référentiel maison. Et parmi les outils qu'ils ont d'aide au choix, euh, ils en ont qui les aident du coup à décider j'applique pas la PQP sur mon produit, et deuxièmement, si je l'applique, à quelle profondeur je l'applique? C'est-à-dire, est-ce que je mets tous les livrables ou uniquement ceux qu'on appelle les core tools, qui sont les essentiels, ceux qui sont uniquement sur la colonne vertébrale, comme montré tout à l'heure, en fonction de critères. Donc, ils ont des matrices d'aide au choix qu'ils ont fabriquées, qui leur permettent de rationaliser
un choix et de l'argumenter auprès de leurs clients. Et donc, j'ai quelques exemples en tête, voilà, et ça marche. Les clients acceptent. À partir du moment où vous argumentez correctement, eh bien, c'est recevable. Et dire, mon cher client, vous me demandez d'appliquer la PQP, d'accord, mais sur ce produit et ce produit, bah, c'est pas la peine parce que regardez, par exemple, voilà, on a de l'expérience, des retours d'expérience sur des produits similaires qui montrent que ça marche tout à fait bien, donc je vois pas pourquoi, je vois pas la nécessité d'aller le faire, il n'y a pas de risque en clair. Par contre, sur celui-là et sur celui-là, oui, on va le faire, sauf que les enjeux sont pas si énormes. Regardez la série, elle n'est pas si importante que ça, etc., etc. Bref, des argumentaires à vous de les chercher, de les affiner. Et derrière ça, ben, vous présentez du coup un avis fondé à votre client, qui le reçoit d'autant mieux que vous avez des arguments à expliquer. Ça fait partie Ouais. des outils importants, hein. Ouais. C'est les approprier pour ne pas subir, mais être maître de la méthode, montrer la dynamique Hum, et savoir répondre qu'on s'est intéressé à la question et qu'on a bien compris la culture. Ça me fait rebondir aussi sur le fait, et vous savez que Space, on est destiné à former d'abord les PME, mais on s'est rendu compte que chez les clients, beaucoup de personnes qui sont en charge de suivi fournisseurs avaient une connaissance de la PQP un peu trop ayatolesque, j'ai envie de dire, et ils sont en train de se former. Hein, faut le savoir. Le Califas a formé au niveau des donneurs d'ordre. Même Space intervient pour former certains DO. Je pense qu'Olivier, tu as pu faire des formations à PQP chez certains rang 1, rang 2. Voilà, hum. justement pour accorder les langages et que les personnes de vos clients en charge du suivi fournisseur puissent avoir une vision industrielle de la chose et pas juste euh, théorique et dérouler le checklist, quoi. Donc ça va converger, donc il faut que vous soyez prêts. Vous devrez avoir maintenant des gens en face de vous qui sont capables d'écouter les enjeux industriels pour la mise en place de la PQP. Donc, construisons ces argumentaires. OK. On arrive à la fin. Il y a encore quelques messages à passer, Frédéric, de ton côté, je sais. Alors, Donc, pardon, je vois une petite question. PIPAP égale DVI, oui, très proche. DVI, c'est une méthode de validation, enfin, un processus de validation made in Safran. Effectivement, c'est très très proche. Et dernière question, c'est PIPAP égale fin de la FAI, nous demande-t-on. Non, 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 non. PIPAP égale FAI++. voilà. Non, non, je rigole pas. La FAI fait partie des livrables demandés par la PQP. Mais c'est une première étape. C'est en aucun cas, ça ne suffit à valider la phase 4. C'est une étape intermédiaire de la phase 4. La phase finale, elle ne peut être validée qu'avec le PIPAP. Voilà. OK. Il y a des Très clair. commentaires que je laisse aux soins de leur auteur, mais je ne peux que dire, je le fais en visuel. Voilà. Alors, pardon, oui, il y avait une planche à montrer encore. Ouais. Voilà. Oui, alors juste en quelques mots pour les régionaux de l'étape, on a la volonté de relancer une pratique qui est l'animation d'un club qualité aéronautique pour les adhérents du cluster. On s'appuie sur des demandes associées de deux entreprises qui se sont exprimées au cours du webinaire, donc Pierre et Régis pour LDEC et Air Liquide. L'objectif, c'est bien évidemment d'échanger des bonnes pratiques, d'apporter des expériences et aussi, en fonction des thématiques qui seront choisies, d'aller chercher des expertises externes pour les apporter dans le groupe. Donc, on souhaite que le groupe qui sera constitué définisse son plan de marche, son plan de travail, les sujets. On voit qu'on en a. Ici, on est parti aussi du constat avec Régis et Pierre que souvent les hommes de la qualité, on va dire, se sentent parfois un petit peu isolés dans leurs organisations et qu'il y a besoin d'échanger avec euh, d'autres personnes du même profil, mais aussi, par exemple, sur la façon dont on organise le déploiement de ces éléments-là dans l'entreprise et dont on arrive, on l'a vu avec Olivier aujourd'hui, l'aspect pluridisciplinaire est important et comment on arrive à associer l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise pour arriver à constituer ces équipes pluridisciplinaires. Donc c'est un petit peu tout ça qu'on veut embrasser à une fréquence euh, trimestrielle qui nous semble une bonne fréquence pour que ce soit pas trop invasif, avec l'objectif pour moi que les réunions puissent se passer en entreprise, qui permettra de cumuler un temps de réunion, d'échange et puis sans doute un temps de visite aussi pour
allez observer des outils déployés dans les ateliers. Et donc, on va vous envoyer, suite à ce webinaire, un petit questionnaire de satisfaction. On en profitera pour vous sonder concrètement et en vous communiquant une première date pour une première réunion de ce club qualité. Voilà sur cet élément-là. Et Christophe, je te ferai suivre parce que ça peut peut-être intéresser Space aussi parmi nos inscrits nationaux pour ce webinaire. Il y a aussi des gens qui ont coché que ça les intéressait, mais si c'était ailleurs qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, donc peut-être il y aura un sujet à travailler aussi pour toi et tes équipes sur ce côté-là. Très bien, merci Frédéric pour ce nouvel événement conjoint et voilà, où on peut travailler ensemble là, sur les thématiques de la performance industrielle. C'est important pour Space, pour la filière et je pense pour le cluster aussi et ses membres. Merci Olivier pour la présentation claire et les réponses aux questions. Je pense qu'on est arrivé à la fin. Je te laisse. Pour moi, c'est bon. Merci à vous de votre participation et à très bientôt pour vous accompagner dans cette démarche et ce changement culturel, j'insiste. Merci à tous et merci particulièrement Olivier pour la qualité de la présentation qui, je crois, aura été très, très, très bien appréciée. Super, merci à vous pour votre audience. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.